Bienvenue dans Pharma Minds, je suis Nathalie Laït, l'hôte de ce podcast, et je vous amène au plus près des personnalités qui font la pharma. Mon objectif, c'est de comprendre comment elles ont évolué dans ce secteur, ce qui les a amenées à progresser et à se battre pour construire une société en meilleure santé. Éthique, développement personnel, ambition, à travers leurs conseils, je veux vous donner des clés pour imaginer ensemble la pharma de demain. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Paul Bravetti. Paul n'a pas 40 ans et il a déjà un parcours incroyable. Il était destiné à faire carrière dans les Big Pharma, il y a occupé différents postes, il est allé à l'international et voilà qu'aujourd'hui il est le CEO d'une start-up en oncologie basée à Lyon. Cet épisode s'annonce fascinant, alors sans plus attendre, je laisse place à la conversation. Bonjour Paul. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Paul, merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. On est à distance, mais c'est pour la bonne cause car tu es très occupé. Tu es en pleine levée de fonds, je crois, alors il faut te ménager. Exactement. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ce que j'ai adoré dans ton parcours, c'est à la fois un parcours très classique dans la Big Pharma, mais aussi très inspiré parce que tu es parti à l'international, mais aussi pour finalement prendre assez jeune une décision hyper engageante, devenir patron d'une biotech qu'il faut créer. Pour commencer, j'aimerais revenir sur ton parcours. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es construit pour en arriver là? Oh, grande question. Ouais. Donc moi déjà à la base je suis originaire de l'Est de la France, j'ai 37 ans, j'ai fait justement dans l'Est mes études de pharmacie. Donc je suis docteur en pharmacie, j'ai complété ensuite par un master en management et en business à HEC Paris et puis une spécialisation aussi, un DU d'oncologie. Donc le parcours un peu classique finalement comme tu le disais au début des gens qui rentrent en Big Pharma. Donc j'ai commencé avec des premiers stages dans la Big Pharma, chez Servier entre autres, en plein Mediator. Donc c'est un stage qui te forme et qui te fait prendre conscience que le métier qu'on fait a un vrai impact sociétal. Tu vois typiquement je crois que c'était le troisième jour dans le tramway en revenant de Suresnes. J'avais oublié d'enlever mon badge, tu vois, dans le tramway, je me suis fait alpaguer par une dame qui m'a dit comment on pouvait travailler dans cette société. Enfin bon, voilà. Donc ça te remet vite en situation à te dire, voilà, bon, beaucoup d'amplification qui peut être faite. Et puis, comme tu l'as dit, ensuite vers septembre 2014, en fait, on s'était toujours dit avec ma femme, on aimerait partir à l'étranger avant nos 30 ans, parce qu'après, ce sera peut-être un peu compliqué. On avait aussi le projet de faire des enfants par la suite, on est issu de grandes familles, donc d'avoir une belle famille aussi à monter. Et donc, voilà, à mes 29 ans, à nos 29 ans avec ma femme, on s'est dit voilà, maintenant je pense que c'est le moment d'aller chercher autre chose à l'international. Donc elle est aussi dans le même domaine, hein, elle est aussi dans la pharma. On a fait nos études ensemble et donc on s'est un peu lancé un défi, on va postuler au même poste quasiment finalement pour maximiser nos chances. Et puis voilà, le premier qui trouve, l'autre le suit en fait. Et donc on avait plusieurs pays possibles. On aimait bien l'Asie du Sud-Est, on aimait bien les États-Unis aussi, donc voilà. C'était un projet commun. Et donc pour le coup, c'est moi qui ai eu peut-être un petit peu plus de chance qu'elle sur un premier poste à Singapour. Donc où là c'était pour le coup le grand saut parce qu'on connaissait personne là-bas. C'est quand même à 13 heures de vol de nos familles de la France. Et puis c'est un poste où je savais que j'allais passer au minimum 3 ans. Finalement j'ai passé 4 ans là-bas avec beaucoup de bonheur aussi. Donc on s'est bien épanoui là-bas. On a appris énormément de choses, l'ouverture d'esprit aussi. Ouais, Singapour, c'est multiculturel pour le coup. Donc ça te structure aussi, je pense, sur l'ouverture aux autres, sur apprendre aussi une nouvelle façon de travailler aussi, parce que là-bas, ça mêle la culture anglo-saxonne, mais aussi la culture asiatique. Donc il faut être productif. En même temps, il y a certaines règles aussi dans la culture anglo-saxonne qu'on n'a pas toujours en France aussi, sur la partie diplomatie, politique d'entreprise qui est un petit peu différente aussi. Donc voilà, j'ai appris pas mal de choses. Je travaillé sur toute l'Asie-Pacifique aussi. Donc accès à beaucoup d'expériences qui m'a, je pense, aussi structuré pour la suite. Singapour, c'est aussi une terre d'entrepreneurs en fait. Et ça ouvre aussi à d'autres idées, se dire que voilà, en fait, il y avait vraiment des jeunes entrepreneurs aussi, donc se dire que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas aussi créer des choses.
qu'on peut pas se lancer, qu'on peut pas prendre des risques, parce que je pense que c'est justement parce qu'on est jeune qu'il faut prendre des risques. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense, pour la suite aussi, les décisions que j'ai prises ensuite chez Brennus. OK, et après vient le temps de revenir en France? Le temps de revenir en France, bah, on était au bout de 4 ans à Singapour. Tu te poses un peu la question, bah, si tu restes là-bas, tu sais que tu vas faire toute ta vie là-bas parce que si tu as des enfants là-bas, pour le coup, tout est très simple. Tu as des helpers qui sont là et qui t'aident avec tes enfants. Enfin voilà, tout est très très simple. Et on voyait nos amis qui ont eu des enfants là-bas, pour le coup, bah, ils y sont toujours. Donc nous, on se trouvait ça un peu égoïste d'avoir des enfants loin de nos familles. On est très famille. Donc là, encore une fois, on s'est un peu mis dans le même mindset, on va dire, à se dire, bah voilà, tous les deux, on a le même choix de rentrée. Bah on va aussi tous les deux trouver. Et le premier qui trouve, bah l'autre le OK, suit. Voilà. OK. Du coup, ça se fait rapidement? Comment ce switch ça se fait? Ça se fait, parce que parfois on peut mettre du temps à même qu'il y en ait un qui trouve. Bah finalement, ça s'est fait quand même assez rapidement. Je veux dire, on a cherché peut-être 3 mois, tu vois, 3 mois de recherche active. Alors, on avait aussi au même moment des postes qui s'ouvraient à Singapour. Au bout d'un moment, quand tu commences à faire tes preuves, là-bas, ça va très très vite aussi. Il y a beaucoup de turnover. Donc après, il y avait aussi se dire, bah, on a des gros postes qui nous sont proposés à Singapour. En France, on sait pas ce que ce sera. On nous a peut-être aussi un peu oubliés. Donc voilà. Et puis finalement, non, on a eu tous les deux beaux postes en France. Moi, pour le coup, donc, je suis rentré chez Takeda Oncologie, sur la business unit oncologie, où ils commençaient à lancer justement les thérapies ciblées. Donc, c'était pour un lancement au niveau médical d'une de leurs premières thérapies ciblées dans le cancer du poumon. Donc, très, très beau produit. À chaque fois, moi, c'est ce que je recherche aussi dans le poste. C'est pas juste le poste ou le niveau de poste. C'est sur quel produit je vais être. Est-ce que c'est quelque chose... J'aime bien mettre de la passion aussi dans ce que je fais et j'ai besoin d'être motivé. Et est-ce que c'est le énième, je sais pas, le énième anticorps monoclonal ou est-ce que c'est vraiment un produit qui peut faire la différence et qui peut apporter vraiment beaucoup de répondre à un besoin non couvert, comme on dit assez souvent au niveau des patients. Donc ça, c'était important et pour le coup, bah, c'était le cas. Donc en plus garder ce contexte international parce que c'était une business unit globale délocalisée en France. Donc non, et puis c'était des super années. J'ai adoré aussi cette Et expérience. c'est là où tu as fait un switch médical ou tu l'avais déjà fait un peu amorcé à Non, Singapour? je l'avais fait à Singapour. À Singapour, en fait, j'étais sur une business unit où tu fais un peu tout là-bas, en fait. T'as pas de responsable médical, donc tu fais market et médical en même temps. Alors, ce qui facilite des fois, ce qui facilite des Ouais. fois quelques prises de décision, mais il faut garder toujours la limite. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de management d'équipe là-bas. Donc, le switch médical, je l'avais déjà fait. Mais donc là, il était plus important et c'est vraiment ce que je recherchais aussi. On sait que le métier change aussi et qu'on va de plus en plus justement vers un switch médical sur la majorité des postes. Et c'est là où il y a de l'intérêt aussi pour le patient et pour ce qu'on peut apporter, quoi. Mm. OK. Et là, du coup, comment c'est à ce moment-là que ça se passe, que tu, Alors bah, sur il y ce a une poste-là, finalement, opportunité? c'est quand même c'est des petites business units en fait. Donc c'est un peu ce que j'avais retrouvé à Singapour aussi, où tu fais un peu tu peux faire un peu d'intrapreneurship en fait. C'est un peu le mot qu'on galvaude des fois, mais que je trouve était assez vrai chez Takeda Oncology. Tu pouvais un peu prendre des projets sous ton aile et essayer de les pousser même au niveau du global. Donc ça, c'est ce qui m'a plu. Et c'est là, alors déjà à Singapour, qu'avait commencé à mûrir l'idée d'être un jour entrepreneur aussi et de pouvoir soit monter ma boîte, soit participer à la création d'une entreprise. Donc là, bon, ça m'a permis aussi de continuer à constituer mon réseau en oncologie chez Takeda. Et puis, bah, un jour, en fait, j'ai un coup de fil d'un ami. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. J'avais fait mon premier stage avec lui chez Servier. Et donc il m'appelle, il me dit bah Paul, je suis à Clermont, je suis à l'aéroport. Est-ce que tu serais dans le coin? Alors que j'habitais Lyon, donc il n'y avait pas forcément de raison que je sois dans le coin. J'aimerais te parler d'une société. Tu me dis ce que t'en penses. Et là pour le coup, j'étais en rendez-vous à Clermont, au CHU de Clermont, avec un médecin. On travaillait sur une étude clinique. Et je dis bah attends, j'ai fini dans une quinzaine de minutes. Je te rejoins à l'aéroport et on mange ensemble. Et donc on a déjeuné ensemble. Il m'a parlé de ce projet qui était Brennus Pharma, qui s'appelait pas Brennus à l'époque, et qui me dit voilà, j'ai une société. On a un des investisseurs qui a déjà investi dans ma société. Lui avait monté une autre et CEO d'une autre très très belle boîte, Biocorp, qui est cotée en bourse. Et donc, un de ses investisseurs voulait réinvestir dans une autre, dans une pharma qui était Brennus. Et il me demandait ce que j'en pensais. Alors, finalement, c'était pas vraiment juste pour savoir ce que j'en pensais. Mais voilà, il m'a demandé un peu de faire la due diligence de cette boîte et de faire un peu une immersion dedans pour comprendre, voilà, quel était le potentiel de cette entreprise. Donc là, j'ai discuté bah, avec les cofondateurs, j'ai demandé à avoir les données. Donc, voilà, j'ai fait vraiment ma due diligence. Enfin, franchement, c'était un projet incroyable qui était vraiment au tout début. Il venait d'avoir des brevets. Ça venait d'un labo de recherche? Ça venait d'où? Ça venait pas d'un labo de recherche, en fait. Le fondateur, à la base, qui est le scientifique et le propriétaire des brevets, a travaillé aux États-Unis sur
ce même type d'approche. Donc, on est sur des approches vaccinales, ce qu'on appelle des vaccins thérapeutiques en oncologie. Donc, le principe, c'est d'éduquer le système immunitaire à anticiper en fait les modifications de la cellule tumorale soumise à différents traitements et de pouvoir l'éduquer à les anticiper chez le patient et à les reconnaître et à détruire ces cellules tumorales. Donc non, c'est une technologie auquel il a été acclimaté aux États-Unis et ensuite il l'a amélioré et il a développé ça en France en fait sur un versant on va dire, avec un aspect manufacturing plus facile à mettre en place. Souvent, c'est des technologies très compliquées à manufacturer. Donc lui, il a mis en place vraiment une plateforme autour de cette technologie. Et donc voilà, donc fort potentiel sur ce type d'approche, approche plateforme. Donc c'est pas juste un one shot. Différents candidats qui peuvent se faire très rapidement avec un brevet qui couvre ces candidats. Donc voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Et puis donc je le débrief et il me dit bah est-ce que ça te dirait de rentrer justement, on veut vraiment monter la boîte, structurer la boîte. Tu as une expérience en onco, tu as managé, tu as fait du médical, du marketing, du business. On pense que tu es le bon candidat pour être directeur des opérations. Il n'y avait pas encore de CEO, il y a un CEO qui aurait été recruté par la suite. Mais voilà, et on a besoin de toi dans 3 mois. Puis bah, on le sait, hein, dans la Big Pharma, maintenant on est entre 3 et 4 mois de préavis, donc ça veut dire tout de suite en fait. Donc là, il y a quand même des grosses questions qui se sont posées. Tout d'un coup, décider rapidement. Dans quel ordre tu as traité les infos? Alors moi, ce qu'il y a, c'est que dans ma vie personnelle aussi, et c'est souvent comme ça que ça se passe, tout arrive en même temps hein, quand il y a des décisions à prendre. Moi, j'allais avoir mon premier enfant, donc il y a aussi, on commence à se positionner du côté du bon père de famille aussi, à se dire, bah voilà, là on va sur un projet, Je suis pas sûre de pouvoir on le payer la développe. tech tout de suite. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'alors forcément, il y a du temps qui est pris par le fait d'avoir un nouvel enfant, mais ça, c'est souvent dynamisant, donc c'est pas un problème. Et a posteriori, c'était pas un problème du tout, c'était même plutôt quelque chose de positif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah tu te dis, bah voilà, une boîte, une biotech, c'est pas quand même la même sécurité que ce que tu vas avoir dans la pharma. Chez Takeda, j'étais très bien aussi. Ils commençaient à me proposer des postes aussi qui étaient très intéressants pour la suite. Donc voilà, il y avait un vrai cas de conscience aussi qui pouvait se poser. Après, bah je te cache pas, voilà, on en a bien discuté avec ma femme. J'en ai rediscuté aussi avec mon ami. J'ai revu aussi les cofondateurs, les investisseurs qui étaient à ce moment-là dans l'entreprise. Et ouais, c'était tellement excitant, tellement challengeant et ça représentait tellement ce que je voulais faire depuis pas mal de temps que je me suis dit bah voilà, de toute façon j'avais à l'époque j'avais 35. Je me suis dit bah voilà, je plonge, j'y vais quoi. Je me pose pas de questions, il sera toujours temps. Ma femme avait une très belle position, et on n'avait pas forcément de problème d'argent non plus. Donc j'ai sauté à pieds joints dans cette aventure et je le regrette pas du tout. Clairement, hyper excitant, hyper passionnant et j'ai appris énormément de choses en très peu de temps. Là, ça fait 3 ans que je suis chez Brennus. Je suis passé CEO il y a un an. Et on a monté, on était 3 au début, maintenant on est une dizaine. On a gagné des prix à l'international, on est à 12 mois de la clinique. Donc voilà, ça commence à devenir vraiment très réel, hein, ce qu'on va apporter aussi aux patients. Et ça, c'est une vraie fierté aussi. Mais ce n'est que le début. Absolument. Du coup, j'ai 1000 questions qui sont dans ma tête. Mais la première chose, c'est du coup, quand on arrive dans une boîte comme ça, donc on est avec les cofondateurs, quelles ont été les premières choses que tu as mis en place, que tu as faites? Alors déjà, c'était structuré. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi pour les gens qui viennent de la pharma et qui arrivent dans la biotech. Souvent, on vous dit, et il y avait déjà des consultants forcément qui étaient installés dans l'entreprise hein, et qui faisaient un peu notre rôle et qui voient pas toujours d'un bon œil quand quelqu'un arrive, surtout jeune en plus, et puis qui vient de la big pharma. Et donc, bon, on a souvent les écueils classiques. Bah voilà, tu viens de la Big Pharma, c'est parce que c'est la biotech, c'est un monde très différent. Alors en effet, c'est différent. Je développerai peut-être par la suite. Mais pour le coup, on a quand même beaucoup apporté en venant de la pharma. On a des esprits qui sont très structurés, on sait comment structurer des entreprises. On a des matrices qui ont été approuvées et éprouvées dans différents domaines. On connaît beaucoup de monde aussi au niveau académique. On sait comment monter des essais cliniques. Et donc voilà, moi, c'est ça que j'ai apporté dès le début. Ce que j'ai voulu, c'était structurer l'entreprise. L'entreprise à la base, alors déjà d'un point de vue même vitrine d'entreprise. À la base, elle s'appelait CFL pour Clermont-Ferrand-Lyon. Donc autant te dire que c'était pas l'entreprise la plus sexy. C'est pas Donc la multinationale. voilà. Donc on a un siège en Auvergne, on a un siège à Lyon. Et donc bon, on aime bien le rugby, donc on s'est dit Brennus, c'est le bouclier mythologique qui protégeait les yeux. Donc bah ça fait un peu le même principe que le vaccin, on protège aussi le patient. Hein. Donc voilà, Brennus, on a fait tout un travail aussi de com, de marketing finalement au début pour essayer d'instaurer aussi parce que c'est important. Hein, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est important aussi pour
pour être connu et puis pour se faire connaître. Et ça, c'est important quand tu montes une boîte. C'est bien de faire de très belles choses, mais il faut aussi faire savoir. Et donc ça, c'est très important. Donc on a structuré, j'ai essayé de recruter les bonnes personnes au début. Et ça, c'est très important aussi, prendre du temps pour recruter les bonnes personnes. T'as pas vraiment le droit à l'erreur. Dans la Big Pharma, c'est des petites équipes. Non, dans la Big Pharma, dans la biotech, c'est des petites équipes, à la différence de la Big Pharma. T'es vite en autonomie. Toutes tes décisions ont un impact, parce que t'as un petit budget aussi. T'as pas le droit à l'erreur. Et donc, il faut pas se tromper sur les recrutements. Donc ça, c'est aussi prendre du temps, utiliser le bouche à oreille aussi. Et donc, voilà, les premières étapes, c'était structurer l'entreprise, recruter, et puis ensuite continuer tout ce qui était là et tout ce qui faisait le terreau en fait de ce potentiel en fait, hein, des très beaux essais précliniques, un beau brevet, et puis derrière, mettre en place des collaborations pour faire du manufacturing, commencer à mettre en place un board d'experts, ce qui était ma spécialité en Big Pharma aussi, avec faire monter à bord, hein, des grands professeurs en oncologie avec une grosse expertise pour ramener aussi un peu d'expertise académique sur une société qui est privée à la base. Et du coup, c'est se faire une place, en fait, se faire une place dans une équipe qui existe. Tout à fait, c'est se faire une place. Alors encore une fois, quand tu es jeune et que tu arrives, à l'époque j'avais 35 ans, le monde de la biotech, alors ça a évolué très vite, mais tu as quand même des personnes qui ont quand même beaucoup d'expérience. Il faut faire sa place, ouais. Il faut faire sa place, mais par l'exemple en fait. Il faut montrer que tu es capable de bosser plus que les autres, que tu es capable d'apporter des idées neuves aussi, que tu as une expérience derrière qui compte et qui peut apporter beaucoup en biotech. Et ça, au fur et à mesure, je pense que ça se voit aussi, d'être passionné aussi. Ça, je pense que c'est hyper important parce que sans la passion, c'est compliqué de tenir aussi, hein. C'est quand même très dynamique. Il y a beaucoup de hauts et de bas, hein, en biotech, plus qu'en pharma, je pense. Parce que là, pour le coup, voilà, je sais pas, un produit qui a un essai préclinique qui fonctionne pas, ça se termine. Un produit où t'es pas capable de manufacturer parce que tu as un souci dans tes lots, quoi que ce soit, ça se termine aussi. Donc voilà, faut anticiper tout ça. Donc en fait, par rapport à la pharma, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir plan A jusqu'à plan D, voire G plus loin, pour à chaque fois, s'il y a quelque chose qui se passe pas, savoir tout de suite comment enchaîner et continuer justement l'aventure, quoi. Et du coup, est-ce que tu as envie de détailler un peu ta manière de travailler? Oui, alors moi, ma manière de travailler, c'est vraiment inclusif. C'est-à-dire que je pense que le pyramidal, ça marche pas, surtout en biotech. OK. Se dire, t'es le seul à prendre les décisions et tout le monde te suit. Pour le coup, comme la décision, t'as pas 15 000. Tu peux pas prendre une décision et te dire, en fait, c'était pas la bonne, je reviens en arrière. C'est pas possible. Donc déjà, il faut être sûr que la décision soit déjà partagée forcément et qu'elle était bien challengée. Donc à un moment, c'est sûr que quand tu prends la décision d'y aller, il faut que tout le monde suive. Mais à la base, il faut impliquer les personnes clés dans ce type de décision, des externes aussi. Je pense que voilà, avoir des consultants, avoir des experts du domaine, même si on pense qu'on est expert du domaine, c'est important aussi pour se challenger. Le plus important, moi, dans mes phases de prise de décision, c'est on a plusieurs types de décisions, on challenge chaque décision. On va souvent inverser les rôles aussi. Il y a une équipe qui va avoir le rôle du good cop, l'autre équipe qui va avoir le rôle du bad cop, et on va les inverser ces rôles-là aussi. Alors ça fait un peu cliché, mais j'avais lu une biographie de Steve Jobs justement, il y a pas mal de temps, et il faisait ça. Il disait que justement, et j'avais trouvé que c'était une super idée que chacun se mette à la place de l'autre sur les arguments, même si c'est pas ses arguments à lui, et qu'il essaye de se défendre en fait sur des arguments contraires. Et je trouve que ça fait vachement cranter en fait, parce que tu arrives à comprendre les décisions des autres finalement de façon croisée, et ça permet de monter beaucoup plus vite Ouais. en prise de décision. Et donc à partir de ça, ensuite, faut être sûr que tu es aussi, on va dire que ce soit décliné d'un point de vue opérationnel, parce que t'as pas le temps non plus de te reposer sur tes acquis. Donc quand la décision est prise, il faut vraiment être sûr que tout le monde, soit dans son rôle. Donc il faut pas être en silo, mais il faut quand même que chacun ait ses propres responsabilités. Donc il y a beaucoup de transversalité, mais derrière, il faut que chacun ait ses responsabilités aussi pour que, voilà, finalement, chacun va s'appuyer sur l'autre, hein, sur chaque partie de décision. Tu touches à tout, hein. En biotech, tu touches donc à la préclinique, tu touches à la clinique, tu touches à la stratégie de business, tu touches à la propriété intellectuelle, au réglementaire, à la production. Donc tu dois tout gérer. Et moi, c'est des choses aussi que j'ai dû apprendre petit à petit. Ok, la partie business, partie médicale, partie clinique, ça, je la gérais sans problème. La partie manufacturing, forcément, tu t'y mets petit à petit. La partie IP, j'y avais jamais touché dans la Big Pharma. Donc il y a aussi quelques règles.
et pour le coup, il faut vraiment des consultants qui soient très, très bons. Il y a des règles à savoir et puis après une fois que tu connais tes règles, bah, tu peux aussi avoir des idées, hein, Mmh. pour mettre en place des nouveaux brevets. Mmh. Mais c'est pour ça que c'est dynamique parce que tu t'ennuies, tu peux pas t'ennuyer. Tu as tellement de thématiques à gérer que tu peux pas t'ennuyer. Maintenant, faut pas se noyer non plus. Et est-ce qu'il y a un truc qui ressort justement? Est-ce que tu as un projet dont tu es déjà hyper fier depuis ces 3 ans? Ah bah, je pense que alors nous, donc, on est sur une plateforme et derrière, il y a un premier candidat qu'on veut mettre sur le marché, enfin qu'on veut mettre déjà, à disposition, des patients et donc ce que je suis le plus fier, en fait, c'est d'avoir permis de mettre en place tous les éléments pour que, maintenant, on soit prêt sur chacun des domaines. Domaine propriété intellectuelle, domaine, manufacturing, domaine préclinique, pour arriver maintenant chez les patients et ce qu'il y a, c'est qu'on a pris les bonnes décisions pour, justement valoriser aussi ce premier candidat médicament et qu'il soit valorisé aussi à l'externe. Là, typiquement, on avait en l'AACR, donc le grand congrès, on va dire, de préclinique, américain qui s'est passé à Orlando la semaine dernière. On a présenté 2 papiers. On a un des papiers, qui a été, sélectionné, en, présentation, ce qu'ils appellent Late Breaking Research. Donc, il y a peu de papiers qui sont sélectionnés. En tant que Français, c'est quand même une fierté de voilà, de pouvoir mettre en avant aussi de l'innovation française. Et ça, ouais, c'est quelque chose dont je suis fier. Maintenant, je serai encore plus fier quand ce sera chez le patient et Une première qu'on pourra étape. avoir tout le potentiel de ces produits. Et du coup, ouais, les gros challenges à venir, c'est les résultats cliniques. Alors, je dirais que Intuitivement, le il y en a gros beaucoup. challenge à venir, c'est la levée de fonds. La levée de C'est-à-dire fonds, que c'est un point dont on n'a pas parlé et qui est clé dans la biotech, c'est que bah, tu pas les poches pleines, donc il faut les remplir à chaque fois. Et donc forcément, bah, il faut aller chercher des fonds. Donc la levée de fonds, soit tu rentres en bourse, mais en ce moment c'est un peu compliqué, soit tu vas chercher des fonds privés ou des fonds publics, qu'on appelle non dilutifs. Donc tu as différentes façons de le faire. C'est toquer à la porte des fonds d'investissement et montrer les projets. Donc tu pitches en fait. Hein, et là tu mets en avant un peu ce que tu avais appris avant en Big Pharma aussi. Quand j'avais fait un peu de vente, bah, tu apprends aussi à présenter tes produits, à répondre à des objections. Voilà. Donc ça c'est un monde pour le coup que je connaissais pas, pour lequel il faut vite se mettre au diapason. Il y a un langage particulier aussi avec les fonds d'investissement. Tu as des expériences qui sont intéressantes. Alors la majorité des congrès de fonds d'investissement se font à l'étranger, majoritairement aux États-Unis. Donc là, le premier congrès que j'avais fait, toi tu t'attends à venir à un congrès type congrès scientifique où tu as des grandes salles, tu as des présentations plénières qui sont faites. Non, absolument pas. Là, la grande salle, elle est découpée. Tu as, je sais pas, une centaine de tables dans cette salle-là, avec 2 sièges. Et puis, en fait, c'est des speed dating. Donc, tu as un rendez-vous toutes les 30 minutes et tu dois pitcher une personne différente toutes les 30 minutes pour vendre ton projet aller chercher un peu d'argent. incroyable. Et après, tu passes des next steps et petit à petit, tu essaies Voilà, c'est ça. En fait, d'en souvent garder après ces ton congrès-là, tu fais le contact. Donc ça fit ou ça fit pas. Et si ça fit, ouais. en fait, tu as toute une partie de ce qu'on appelle la due diligence, où là, bah, les fonds d'investissement vont avec des experts aller vraiment travailler ton dossier, regarder dans les moindres détails ce que tu as pu faire, retravailler les essais précliniques, ton manufacturing, tes brevets, et te challenger sur tous les éléments. Donc ça peut être un peu stressant forcément parce que voilà, il faut tout maîtriser. Maintenant, bah, comme tu es quand même pas des grosses équipes, tout le monde maîtrise tous ces sujets. Et pour le coup, toi en tant que CEO, bah, tu es obligé de maîtriser l'ensemble de ces sujets parce que c'est toi qui es en front line en fait avec les fonds d'investissement. Mais c'est intéressant parce que ça te permet aussi de te rechallenger, de voir que voilà, il y avait des nouvelles datas que eux qui les intéressent et que toi tu pensais pas que ça les intéresserait donc que tu remets en avant. Ouais, c'est très très intéressant. Mais aussi stressant parce que c'est un process qui est long. À la fin du process, bah, c'est un go no go. Donc si c'est non, bah tu refais un cycle et au fur et à mesure c'est comme ça et puis au fur et à mesure bah ta trésorerie s'essouffle aussi. Donc t'as un peu ce stress de ne plus avoir de trésorerie forcément pour payer tes salariés et donc t'es un peu limité par ça mais ça fait partie du métier, il faut l'avoir en tête. Et pour le coup pour ça aussi c'est un point important quand on va recruter des personnes dans une biotech. Et au début, j'ai pas fait assez attention à ça. C'est que nous, on est transparent hein, sur le fait qu'à un moment, bah oui, il y a des levées de fonds à faire et vous le savez, c'est normal. Il y a un peu moins de trésorerie, donc il y a un risque et on est transparent sur le risque. Mais voilà, tous les salariés sont pas prêts à entendre ce risque. Et voilà, typiquement, il y avait une personne qui était très bien qu'on avait au réglementaire, qui est partie au bout de 3 mois. Alors, on était dans une des premières levées de fonds qu'on a fait, qui s'est très bien passée. Mais voilà, ça l'a stressé trop. Elle était pas sûre. Elle aimait bien voilà, c'est un profil assez carré, avec une aversion au risque et elle a préféré voir ailleurs plutôt que rester chez nous. Mmh.
Oui, ça dépend comment chacun gère cette Exactement. composante Ouais. liée au risque. Et donc tu parlais d'investissement et est-ce que c'est à quel moment que tu peux commencer à discuter avec des pharma, des big pharma qui peuvent être intéressés par ta recherche? Comment, est-ce que tu commences déjà à avoir des discussions Mmh, en mmh. fonction de ce que tu peux dire? Ouais, tout à fait. Alors déjà, ça dépend pas forcément de toi, ça dépend d'eux aussi. Donc je pense que ce qui est important, c'est de publier en congrès, publier, dans des revues. Ça leur permet de te rendre visible aussi. Et puis après, bah, c'est y aller aussi un peu au culot, taper à leur porte, dire que tu as un bon projet. Alors il faut au moins que tu aies quand même une préclinique solide, qui ait été validée, hein, parce que tu peux pas aller les voir sans rien, ils te regarderont pas. On a participé aussi à des incubateurs dans lesquels des big pharma étaient impliqués. Ça nous a permis de nous mettre en avant. On a été lauréat d'un des incubateurs, entre autres. Et donc ça nous a permis d'être au contact, bah, typiquement de managers R&D au niveau global bon, des 10 plus grosses big pharma actuelles. Puis à partir de ça, tu fais des mises à jour. Bah, au congrès investisseurs, ils sont là aussi, hein, parce qu'il y a un intérêt. Ce qu'il faut, c'est être dans le radar. Dès le début, par tous les moyens possibles, faut être dans le radar. Parce que au moment où tu auras les résultats qui font qu'ils veulent rentrer, si tu les as pas vus avant, ça va être très très long. Et voilà, c'est un processus long. C'est un processus aussi de confiance, de relations qui se créent. Et oui, et nous, alors alors on va pas dire avec lesquels, mais on est en contact. On est à 12 mois de la clinique forcément, donc on va anticiper aussi des essais cliniques en collaboration qui seront en parallèle de notre phase 1. Et donc forcément, ça se décide dès maintenant. Donc on travaille des designs d'études avec certaines pharma déjà dès maintenant. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment se joue, cette collaboration? Quel type de synergie, on peut y trouver? Alors il y a différents, niveaux. Il y a le niveau, très business où là, on est sur, de la licence, sur de l'acquisition et donc là, c'est plutôt après des résultats cliniques. Donc nous, on y est pas encore et puis il y a le niveau où, tu es plutôt sur de la collaboration clinique où là, bah, tu vas travailler des combinaisons. Forcément, les big pharma, ils ont des pipelines qui sont importants mais qui commencent à se tarir, et on le sait, avec pas mal de patents, de brevets qui vont être terminés, hein, pour la majorité en tout cas pour nous, pour les immunothérapies, actuellement qui traitent les patients. Donc il y a besoin de se renouveler, de faire des combinaisons et donc c'est là où eux ont un intérêt. Nous, on a intérêt aussi parce que, ils ont des produits avec une synergie qui peut être intéressante pour nous et donc bah, il y a un double intérêt sur le fait de faire des études en collaboration et dans ce cadre-là, bah, eux, soit ils fournissent leurs produits, soit ils payent une partie de l'étude, soit 100 de l'étude aussi. Il y a différentes discussions possibles. Parfois, ils peuvent aussi, prendre ce qui s'appelle un droit de premier choix. C'est-à-dire que, bah, si ça se passe bien, et qu'ensuite ils veulent faire une licence ou vous racheter, bah, ils auront le premier choix, sur, une petite exclusivité en fait sur cette licence. Voilà donc mais un point important, c'est qu'il faut pas non plus arriver trop tôt sur des licences. Parce que, le but alors, c'est aussi pourquoi pas ensuite d'avoir une acquisition et avoir des licences un peu dans tous les sens, ça te limite tes droits d'exploitation aussi. Donc ça te limite la valeur de ton entreprise aussi et ça peut faire partir aussi les assets à l'étranger. Donc voilà, il y a un vrai équilibre à avoir entre, est-ce que j'ai assez pour me financer aussi, moi-même et ne pas avoir à faire de licence et aller Mmh. le plus loin possible, Ouais. pour créer de la valeur ou est-ce qu'il faut dès le début faire de la licence? Et c'est Mmh. là où, il y a un vrai gap qui est en train de se créer, c'est-à-dire que les big pharma en oncologie arrivent de plus en plus tôt, sur des acquisitions. On a vu là, il y a une belle étude qui a été publiée dans Nature, qui a montré que 70% des dernières acquisitions par les big pharma en oncologie sont faits entre la préclinique et la fin de phase 1. Et là, on voit pour le coup, nous, des fonds d'investissement qui vont plutôt investir après la phase 1. Donc on se retrouve en fait avec un moment où nous, on a besoin d'investissement et les fonds d'investissement ont les mêmes cibles que les pharma, ce qui pose un problème parce que normalement, le fonds d'investissement, il doit investir avant la pharma parce que Mmh. c'est la pharma qui va lui faire son exit et Mmh. donc qui va payer son investissement. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit actuellement en ce moment. Je pense que ça va se régler petit à petit quand, voilà, au fur et à mesure des acquisitions, au fur et à mesure, malheureusement, il y aura aussi de la casse. Je pense qu'il y a des biotech qui pourront pas se financer et qui auront malheureusement des très très beaux produits. Et ça, j'en suis persuadé dans ce que je vois actuellement. Je suis persuadé qu'il y a eu des très très belles biotech avec des super produits qui n'ont pas pu se financer malheureusement. On est passé à côté de produits qui auraient pu peut-être révolutionner certains aspects de la science, mais qui faute de fonds n'ont pas pu aller au bout, quoi. C'est le risque. OK, super intéressant d'avoir ton retour d'insiders sur le marché des molécules. Non, et puis c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur de la sur la partie entre la préclinique et la clinique, donc c'est pas les pipelines que tu vois officiellement. Tu arrives à discuter de choses qui sont en cours, d'éléments, pour essayer de voir justement les synergies que tu pourrais faire avec ton produit et donc, tu as un peu
enfin, c'est intéressant, tu as un petit peu un coup d'avance aussi sur ce qui va arriver et voilà, et sur l'intérêt des combinaisons que tu pourrais mettre en place. Super. Pour terminer de cette session, j'aimerais aller sur un volet un peu plus, personnel parce que, bien sûr, pour, se lancer dans une telle aventure, il faut bien se connaître. Donc tu as parlé de ton ouverture d'esprit, des inspirations. Est-ce qu'il y a des traits de caractère, tu te dis, en fait, c'est décisif de les travailler et de les connaître parce que, ça passe ou ça casse, en fait, dans ce type Mmh, d'approche? Parce que bon, enfin, je pense que c'est une expérience, hyper excitante, mais qui est aussi, très engageante, mmh. stressante, avec beaucoup d'inconnus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton caractère et de cette manière de gérer peut-être? Oui, alors je pense que je sais pas si c'est mon caractère ou si c'est un peu ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de mes expériences. À la base, j'ai un caractère quand même assez dynamique, assez franc, assez transparent aussi. J'aime bien que les choses bougent, j'aime bien avancer. Maintenant, je pense que le point le plus important, dans ce type de position, c'est la résilience. C'est vraiment être capable quand il y a soit un échec, soit quelque chose qui va moins bien que ce qui était prévu, être capable de rebondir avec la même énergie que celle qu'on a quand dans les bons moments, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper clé, la flexibilité, la résilience, et pour tous les membres de l'équipe, c'est vraiment être capable de rebondir ensemble Ouais, aussi. ouais, Donc, résilience, esprit d'équipe, très important parce qu'on est sur des petites équipes. ouais. Donc ça, c'est être team player, pas jouer au petit chef, ça je pense que c'est très, très important. Et après, alors c'est en France, c'est pas souvent je pense une compétence qu'on met en avant, qu'on met plus en avant, dans les pays anglo-saxons, mais c'est la confiance en soi. Alors confiance en soi, ça veut pas dire, être hautain ou être un but de soi-même, ça veut juste dire être confiance en ses compétences et se dire et pas forcément écouter les gens qui peuvent vous dire, «Non, tu y arriveras pas, c'est trop compliqué, vous êtes sur quelque chose, vous n'arriverez pas au bout». Non, je pense que vraiment, il faut être confiant de ses compétences, des assets qu'on peut avoir aussi dans l'entreprise, confiance envers aussi, les personnes qu'on a autour de soi, hein, qui nous entourent et Mmh. qui permettent de faire cranter l'entreprise, même aussi, d'un point de vue, perso ou pro. Et je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant en France. Après, bon, je le vois maintenant, on est une nouvelle génération aussi, hein, de CEO qui ont appris des précédentes aussi, qui sont peut-être plus ouverts au niveau international. On arrive à avoir un réseau international assez rapidement aussi et on voit ce que font les autres aussi. Donc, ouais, je pense qu'en France, on n'a pas à se croire inférieur aux autres. On a énormément, d'innovations, de belles innovations. On a de la science, on a des très beaux centres académiques, des très beaux hôpitaux. On peut faire aussi bien qu'à l'étranger et même mieux. Ouais, faut juste y croire et pas se laisser Et démonter. exactement, ouais, tout à fait. Tu as positionné aussi le siège de cette société à Lyon parce que les cofondateurs étaient là, parce que c'était un peu le terreau de l'entreprise. Tu viens de cette région. Est-ce que c'est un élément d'équilibre pour toi? Est-ce que c'est une complexité aussi à ajouter de ne pas se mettre à Paris dans une ville plus facile d'accès? Alors à la base déjà, on a fait un premier pas parce qu'à la base, le siège social était à Clermont. Historiquement, parce qu'on partageait les locaux avec une autre entreprise, d'un de nos investisseurs, d'un des cofondateurs. Mais, la majorité des équipes étant sur Lyon, étant plus simple de recruter à Lyon aussi qu'à Clermont, surtout pour tous les voyages internationaux, l'aéroport de Lyon est un peu mieux pourvu malheureusement que l'aéroport de Clermont. Maintenant à Lyon, c'est quand même un cluster, en biotechnologie qui est quand même très important. On a les HCL, on a le centre Léon Bérard aussi qui sont 2 centres de référence, hein, en oncologie avec, des experts mondiaux et reconnus. On est proche de la Suisse, donc on appartient à ce cluster aussi, un peu large, hein, de biotech et de big pharma aussi. Donc non, Lyon, je pense, est une très belle destination pour une biotech. OK, donc ça en devient un élément de différenciation en fait un peu, hein, Ça en maintenant. devient un élément de D'attraction. différenciation et puis on a aussi nous la région qui nous aide beaucoup, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on parlait des fonds d'investissement, mais aussi toute la partie, fonds, non dilutifs, hein, toute la partie aide d'État, aide régionale. Nous on en a profité et sans ce support-là, je pense qu'on serait peut-être même plus là, hein. Donc non, on est sur une région qui est très dynamique, très active et qui nous aide beaucoup aussi, en tant que biotech, ouais. Pour, terminer ces échanges, je voudrais, est-ce que tu as une citation qui te guide? Est-ce que tu as une phrase que tu te rappelles peut-être dans les moments les plus difficiles pour, justement, comme tu disais, rebondir avec la même énergie? Ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu être dans le présent. Il y avait une citation, d'Albert Camus, c'était, «La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent» et je pense que c'est un peu le mindset que j'ai et c'est un peu mon mojo, c'est, voilà, faut pas regarder en arrière, faut mettre toute sa passion dans le présent et c'est le présent qui va faire l'avenir finalement.
Donc les plans, tout ça, les rêves, les plans, c'est une chose, mais c'est pas ce qu'on regarde au quotidien. C'est pas ce que tu Bah, regardes au c'est bien d'en quotidien. avoir, mais Ouais, si on veut qu'il s'applique, il faut y penser dans le présent. c'est maintenant. OK. C'est maintenant, ouais. Canon, j'adore. Et une dernière question, pour nos auditeurs, quel serait ton conseil si, il y a quelqu'un qui voudrait, se lancer dans une aventure entrepreneuriale comme la tienne? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, bah, il faut forcément, bien analyser, l'aventure entrepreneuriale. Il faut être, au fait, des défis qu'il peut y avoir, des challenges. Mais justement, une fois qu'on les a, bien intégrés, je pense qu'il faut pas se poser trop de questions et si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, il faut y aller. Clairement, enfin, c'est moi, je regrette, mais absolument pas ce saut que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est passionnant, c'est motivant, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, je regrette absolument pas et quelle que soit l'issue de notre aventure, c'est voilà, ça sera un moment de ma vie qui est exceptionnel. C'est un choix de vie, quoi. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie, il faut savoir ça aura un impact aussi sur sa vie personnelle, hein, parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Donc c'est forcément un choix qu'il faut discuter avec, sa compagne ou son compagnon, mais en effet, je pense que ça vaut le coup. Super. Merci Paul, merci pour ces échanges, passionnants et tellement inspirants. Je suis sûre que tu vas donner des idées et du courage à beaucoup de gens. Merci d'avoir, expliqué si, honnêtement ta démarche et ton approche. Si nos auditeurs ont des questions à se poser, à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver en ligne sur les réseaux sociaux? Oui, sur LinkedIn, on peut enfin, Mmh. c'est la meilleure façon, je pense, aujourd'hui de communiquer, OK. ouais. Super. Merci encore Paul, c'était génial. À bientôt. Bah, merci beaucoup Nathalie, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!